12/02/2026. Nous sommes dans la 4e année au 354e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Passons au rapport de situation. Aujourd'hui, on constate quelques changements sur le front ainsi que des frappes sur des raffineries russes. Et ce que nous continuons également à observer, c'est comment la Russie gère actuellement la crise Staline. Il y a aussi un fait très intéressant, comment un groupe ukrainien a réussi à découvrir où se trouvent les terminaux russes sur le front. Les forces armées ukrainiennes ont apparemment frappé la raffinerie Lukoil à Oukhta, dans la région de Komi. L'endroit se trouve à plus de 2000 km de la frontière ukrainienne. Si cela se confirme, ce serait l'un des coups les plus profonds connus jusqu'à présent portés à l'arrière-pays russe. Selon les rapports, un important incendie s'est déclaré dans l'installation. Les premières images montrent un fort dégagement de fumée. Il n'existe pas encore de confirmation indépendante concernant l'ampleur exacte des dégâts. Stratégiquement, l'endroit est remarquable. La République de Komi se situe loin au nord de la Russie. Une attaque ici implique une grande portée et une précision à distance. Les raffineries sont des centres clés pour le traitement du brut et l'approvisionnement en carburant. Chaque coup important a un impact considérable sur la région. Désormais, des régions qui étaient autrefois considérées comme des arrières sûres ne sont plus à l'abri des attaques. Cela modifie encore la perception de la sécurité à l'intérieur de la Russie, passant d'une guerre de front à une guerre de drones profonde et économiquement efficace. Cela se ressent aussi dans la population. Le coup contre la raffinerie a des conséquences immédiates pour la population locale. Selon les rapports, il y a déjà eu de véritables ruées vers les stations-service. Beaucoup de gens craignent maintenant des pénuries d'approvisionnement en carburant. Sur place, les températures atteignent environ -18 degrés pendant la journée, et il fait encore bien plus froid la nuit. Dans de telles conditions, le carburant n'est pas une question de confort, mais plutôt une question d'approvisionnement. Les véhicules sont essentiels pour aller travailler, assurer les chaînes d'approvisionnement ou rester mobile en urgence. De plus, dans de nombreuses régions, le carburant est aussi essentiel indirectement pour le chauffage et les générateurs. Même si les dégâts réels à la raffinerie ne sont pas encore entièrement connus, cela suffit souvent à exploiter l'incertitude des gens pour déclencher une réaction de panique. Dans les régions isolées, où les alternatives sont rares, les marchés réagissent fortement aux perturbations. L'incident montre donc une autre dimension de la guerre contre la drogue. Les attaques contre les installations énergétiques n'ont pas seulement un impact au niveau militaire ou étatique, elles affectent directement la vie quotidienne de la population, en particulier dans les régions déjà soumises à des conditions climatiques extrêmes. Cependant, la situation ici, avec une raffinerie touchée, n'est de loin pas aussi grave que celle à Kiev, que les Russes ont provoquée par des attaques contre leur infrastructure énergétique. Bien sûr, les Russes doivent compenser d'une manière ou d'une autre. Ils attaquent donc à nouveau des stations-service civiles et détruisent l'infrastructure locale en Ukraine avec des drones. Chez Robotina, il y a eu un changement de front, ce qui est rare. Nous l'avons déjà constaté. Cela se trouve ici, là où l'offensive d'été ukrainienne de 2023 a eu lieu et a également échoué, surtout dans la localité de Robotina. Si nous nous souvenons, nous voyons ici les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Zaporijia. Elles ont été largement étendues au cours de 2024. Toutes les sous-unités qui se trouvent ici ne sont pas à jour. Je n'ai presque pas mis à jour cette zone concernant les sous-unités depuis plus d'1 an, car il n'y a eu aucun changement ici. Je continue à le faire progressivement. De l'autre côté, nous voyons bien sûr les lignes de défense russes qu'ils ont construites ici. Nous voyons ici différentes tranchées, nous voyons différentes lignes de défense, nous voyons différentes fortifications, comme par exemple ici à Tokmak et beaucoup d'autres symboles. Et tout cela a servi parce que les Ukrainiens voulaient percer ici, quelque part dans cette direction vers Berdiansk ou attaquer Militopol. La dernière fois, je crois que c'était Militopol, justement pour provoquer ici une séparation du front. Ainsi, la zone très mal approvisionnée près de Kherson aurait été coupée, tout comme toutes les autres unités qui se trouvent ici. On aurait alors peut-être pu rencontrer des forces de flanc ici à l'est de la Crimée, et aussi couper plus ou moins la Crimée, sans même avoir eu à y entrer. Comme nous le savons, tout cela n'a pas fonctionné. En effet, les Ukrainiens ont déjà été arrêtés ici, et ce n'est qu'avec beaucoup d'efforts et de difficultés qu'ils ont réussi à conquérir complètement cet endroit. Il y a eu les premiers combats ici au nord de Novopropivka et les premiers affrontements ici à l'ouest de Verbov. Les deux endroits n'ont pas été conquis par les Ukrainiens, les Russes ont pu continuer à défendre ici. Et à cet endroit, si nous voulons nous souvenir encore une fois, il y a ici une ligne de dents de dragon,
et c'est là que les premiers véhicules de combat d'infanterie allemands Marder ont pu passer une fois. C'était à l'époque une géolocalisation assez connue, cela s'est passé ici. Et depuis, les Russes ont continuellement repoussé les Ukrainiens, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Après presque un an, c'est ici le premier grand mouvement de front dans cette zone. Les Russes ont réussi à conquérir la zone rouge foncée ici, au nord de la localité. Cela signifie que cette zone bleu clair est plus ou moins ce qui reste de l'offensive d'été ukrainienne de 2023. Il faut aussi dire que c'était un moment très malheureux, car les Ukrainiens poursuivaient ce plan depuis longtemps. Cette zone n'était en réalité pas du tout ou très mal fortifiée. Mais les Ukrainiens ne disposaient pas des moyens pour une offensive et ont dû attendre longtemps leur arrivée des États-Unis. Et pendant ce temps, les Russes ont pu construire ici une ligne de fortification incroyablement solide. C'est pourquoi je suppose aussi que la prochaine offensive, qui a été annoncée ici pour 2026 du côté ukrainien, n'aura pas lieu dans cette région. Il y a tout simplement trop de fortifications ici. De même, nous voyons ici à Pokrovsk, donc un peu plus au nord. Nous voyons ici que les Russes au Kidl sont également présents sur place avec un très grand nombre d'unités. Nous savons bien sûr quelle est la situation ici. C'est toujours le plus grand secteur du front, tandis que les Russes continuent d'attaquer près de Bakhmout ou de Soledar. Personnellement, je pense que si les Ukrainiens lancent leur contre-offensive, elle commencera quelque part ici, dans la région de Zaporizhia. Donc pas directement sur la ligne Siroviki, mais plutôt ici, dans cette zone, qui l'année dernière a été assez bien attaquée et conquise par les Russes. Et cela en fait en relativement peu de temps, ce qui est très inhabituel pour des gains territoriaux russes. Retenez cela, vous savez qu'environ 99% de mes déclarations se réalisent exactement comme je l'ai prédit. C'est pourquoi prenons simplement cela comme une petite référence pour les offensives qui pourraient éventuellement avoir lieu à l'avenir. À Kotlouban, dans la région russe de Volgograd, il y aurait eu une attaque majeure contre un dépôt central de munitions. La cible semblait être des bâtiments du 117e, dépôt de la Direction générale de l'artillerie et des missiles du ministère russe de la Défense. Cela vous évoque peut-être quelque chose car, il y a quelques semaines, une attaque a visé le 100e dépôt dont j'ai parlé. Selon les Ukrainiens, ce sont les missiles de croisière dits Flamingo qui ont été utilisés. Les autorités locales confirment un incendie, des détonations ainsi que l'évacuation des zones avoisinantes. Cela montre une explosion secondaire ou la dispersion de substances nocives dans l'air, une image typique lors de l'explosion de stocks de munitions. Cet arsenal est considéré comme l'un des sites logistiques les plus importants du ministère russe de la Défense. Il s'étend sur une superficie de 3,5 km² en Russie. Selon les estimations, environ 264 000 tonnes de munitions pouvaient y être stockées. Même si une faible part de ces stocks était affectée, l'impact sur l'approvisionnement et la logistique serait notable, au moins dans certaines zones, mais pas sur tout le front. Et de telles installations sont en effet d'une importance centrale pour la conduite de la guerre par la Russie. Elles regroupent des munitions d'artillerie, des roquettes et des explosifs qui sont régulièrement livrés à différents secteurs du front. Une attaque réussie impose de redistribuer les stocks et accroît la pression sur le stockage, le transport et la sécurité de l'arrière-pays. Depuis plusieurs jours, les chaînes russes diffusent l'information selon laquelle ils auraient réussi à réactiver Starlink. Cela a été célébré comme une percée technologique. En réalité, il s'agirait cependant d'une opération ukrainienne ciblée. Selon les informations ukrainiennes, une unité cybernétique militaire, soit un bataillon informatique, a systématiquement collecté avec des groupes civils des données sur les terminaux Starlink utilisés par les Russes. Dans ce contexte, des numéros de série, informations d'activation et données de position ont été collectés. Ces informations ont ensuite été utilisées pour faire bloquer définitivement les appareils concernés. L'opération aurait produit plus de 2000 enregistrements sur des terminaux Starlink, incluant des données précises de localisation. De plus, plusieurs drops ont été identifiés, c'est-à-dire des points de transfert ou des intermédiaires impliqués dans l'enregistrement et la transmission des terminaux. Vous savez, il faut maintenant les mettre sur liste blanche, c'est-à-dire, en quelque sorte, il faut se faire inscrire sur une liste d'invités devant un club. C'est la meilleure comparaison pour expliquer le whitelisting à ceux qui ne connaissent pas. Et les Russes voulaient contourner cela en offrant simplement de l'argent aux citoyens ukrainiens dans les régions occupées, afin qu'ils enregistrent ces terminaux à leur nom et les rendent ensuite à l'armée. Si cette version est exacte, ce serait plus qu'un succès technique. Cela montrerait que la lutte pour la communication se joue depuis longtemps aussi dans le numérique et le renseignement.
L'accès à l'Internet par satellite offre un avantage clé pour la coordination, le contrôle des drones et la reconnaissance, représentant un double revers pour la Russie. D'abord la restriction de l'accès, puis une reconnaissance ciblée de ses propres positions. Et cela précisément grâce à la même technologie. Et cela montre clairement à quel point la conduite moderne des combats est vulnérable lorsqu'elle dépend de l'infrastructure commerciale et que l'armée ne dispose pas d'une solution équivalente propre. Le Kenya. Et maintenant, cela devient intéressant, il prend une position étonnamment ferme contre Moscou. L'accusation est que la Russie recrute délibérément des citoyens kényans, les attire avec de fausses promesses et les envoie ensuite au front pour mourir. Le terme « chair à canon », utilisé par un représentant du gouvernement kényan, a été choisi très consciemment. Il doit montrer clairement qu'il ne s'agit pas d'une opération militaire régulière, mais de personnes envoyées à la mort en première ligne. Il aurait parfois été question d'offres d'emploi, par exemple dans le domaine de la sécurité ou pour des tâches techniques loin du front. Sur place, on a requis à Manonch, ils ont alors signé des contrats avec l'armée russe, le plus souvent sous pression. Nairobi parle donc d'environ 200 Kenyans qui combattent du côté russe, dont ils ont eux-mêmes connaissance. Plus de 30 ont récemment été rapatriés de Russie, donc, comme je l'ai dit, un incident humanitaire typique. La Russie essaie depuis des années d'étendre son influence en Afrique. Grâce à ses conseillers militaires, livraison d'armes, école d'apprentissage du russe, projets de matières premières et soutien politique. Apprendre publiquement que des Africains sont envoyés dans la guerre européenne dans des conditions douteuses nuit fortement à l'image de la Russie comme partenaire égal. Nous le savons déjà, cela fait des semaines, voire des années, que nous voyons des Africains noirs être sacrifiés dans l'armée russe. Mais le fait que cela vienne de représentants officiels du gouvernement a évidemment un tout autre impact. En même temps, ce cas montre aussi à quel point la situation en matière de personnel est tendue en Russie. Après de lourdes pertes, une mobilisation partielle et le recrutement de détenus, Moscou élargit apparemment encore le cercle des recrues potentielles. Les migrants et étrangers sont de plus en plus visés. Pour les personnes concernées, le risque est énorme. Elles ne se battent plus pour leur propre pays, mais souvent sans formation suffisante, dans une guerre dont les objectifs politiques sont à peine perceptibles. La décision du Kenya de rendre l'affaire publique et d'annoncer des discussions à Moscou exerce une pression diplomatique sur la Russie. Ce ne sont pas seulement des cas individuels. Il s'agit de savoir jusqu'où Moscou est prêt à aller pour recruter du personnel pour sa propre guerre d'usure, qui a depuis longtemps des répercussions au-delà de ses propres frontières. Je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Je remercie tout particulièrement le lieutenant-colonel Rennecke, Robert Siller, Dietrich, Freddy et Mayrofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.